fais une question de Henri Partouche, UPCité, d'animateur en fait. Quand j'ai dit à mon cardiologue, parce qu'à mon âge on va voir un cardiologue, est-ce que le score calcique ça sert à rien? Il me dit ah oui mais quand même un coroscanner c'est pas la même chose, c'est un examen de dépistage et c'est pas un examen prédictif. Je pense que c'est bien de clarifier la position du CNGE là-dessus. Donc merci Henri, c'est pour moi du coup. Non, tu m'auras peut-être. Il n'y a pas de dépistage à faire. Est-ce que le dépistage a démontré un bénéfice? Est-ce que voilà, ça c'est toujours le même raisonnement en fait. Il n'y a aucune preuve que les dépistages par épreuve d'effort, test d'effort, etc., échographie de stress, coronarographie, coroscanner, en prévention primaire, sans symptômes, améliorent l'état de santé des patients. Voilà. Demain, il y aura la plénière du conseil scientifique sur les dépistages. On va parler peut-être de ça, mais c'est le même raisonnement. On a besoin de preuves pour proposer à une population entière que le bénéfice-risque de dépistage est favorable, en fait. C'est le même raisonnement. Donc, il y a une espèce de folie, je dirais, de vouloir tout le temps chercher des problèmes aux patients. Donc après, on peut en discuter. Chacun, il y a le cas du colloque singulier, mais il n'y a pas de recommandation claire pour dire il faut dépister les patients en prévention primaire. La recommandation HAS, je ne vais pas dévoiler, mais elle va aborder ces questions. Donc on aura la réponse en 2026. Mais le CNGE, en tout cas le Conseil scientifique, considère que même le dépistage n'a pas d'intérêt démontré chez tout le monde. Après, il y a des cas particuliers, évidemment, il faut tenir compte de plein de facteurs, mais en moyenne, il n'y a pas d'intérêt démontré. Est-ce que j'ai répondu, Henri? Il n'y a pas de dépistage. Enfin, ça, c'est vrai que c'est un peu difficile. Demain, je vais pas empiéter sur la plénière du conseil scientifique, mais vous voyez, il y a ceux qui font des échographies tout le temps, l'artériopathie des membres inférieurs, l'IPS. Enfin, il y a vraiment une... En fait, quand on regarde les données et qu'on applique une méthode, on est embêté parce qu'en fait, on voit bien que c'est pas aussi simple et que du coup, on rentre dans une démarche de risque et d'inconvénients. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas juger individuellement, encore une fois, avec le patient qu'on a en face de nous, toute son histoire, son contexte, qu'il y a parfois des examens qui sont utiles. Mais en prévention primaire, en fait, il ne faut surtout pas aller voir le cardiologue, en fait. Je vous le répète à chaque plénière, parce qu'il n'y a pas de plus-value. Si vous avez un patient parfaitement asymptomatique, qui n'a aucun problème et qui fait... Quelle est la plus-value du cardiologue? Il va faire une échographie. Pourquoi il va faire une échographie? Qu'est-ce qu'il va chercher? Vous voyez, il y a pas... Si vous allez dans la démarche, qu'est-ce qu'on cherche en fait? Pourquoi il faut le chercher? Eh bien en fait, tout ça, c'est pas fondé sur des données probantes. Je parle bien de la prévention primaire parfaitement asymptomatique. Donc posez la question à vos patients, à l'effort, comment ça se passe? C'est un peu le problème de notre pratique, c'est qu'on oublie souvent de poser la question, il faut quand même aller au bout. Voilà, comment, quand vous marchez, voilà, parce qu'il y a des patients qui ne marchent pas, et des patients qui ne font pas d'efforts, et cela, on peut passer à côté de problèmes symptomatiques. Mais la question à l'effort, elle est capitale. Voilà, je me suis permis de prendre un peu de temps. S'il vous plaît, je peux... Oui, médecin généraliste, toujours en activité. J'ai une question rapide, mais lorsque vous avez un patient qui a des douleurs constrictives, qui a manifestement de l'angor, finalement, on passe directement à la corano, mais je ne vois pas tellement l'intérêt aussi Est-ce qu'on va s'amuser à faire un score calcique chez un patient qui a déjà des douleurs précordiales à l'effort, et je vois finalement pas tellement beaucoup d'indications de faire un score calcique. Si les gens n'ont aucun signe, comme vous venez de dire, on ne va pas faire du dépistage systématique avec un score calcique. Mais par contre, quand ils ont des douleurs précordiales, on va direct à la corano. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses? Oui, en prévention en primaire et prévention secondaire, quand vous avez des douleurs thoraciques, là, c'est plus la même chose. On est dans une démarche de diagnostic.
Et la démarche de diagnostic peut nous conduire à la réalisation d'une coronaro, mais ce n'est pas systématique, ça. Moi, je laisse volontiers les cardiologues gérer. Oui, parce qu'en fait, là, on est dans du soin, on est dans un problème diagnostique. Ce n'est pas la même chose que du dépistage. Le dépistage, c'est que les patients asymptomatiques. Prévention, mais avant. Bonjour, Guylaine Thériault, médecin de famille au Canada. Merci au HAS pour votre rigueur. J'ai bien hâte de vous lire. Juste un point d'information. La Société canadienne de cardiologie n'a jamais publié sa revue systématique, n'a jamais publié ses tableaux. Donc, on n'a aucune idée de la façon dont ils ont utilisé le GRADE. Merci. Alors là, merci Guylaine. C'est ce que je vous dis tout le temps à chaque congrès. Les recommandations, elles ne font pas toutes des revues systématiques. Donc en fait, quand vous déléguez l'evidence-based medicine aux recommandations, vous prenez un risque majeur que ces sociétés savantes n'aient pas fait du bon travail. Et donnent des avis d'experts avec ce qu'on appelle un biais de sélection des études sources. Elles prennent les études qui vont dans le sens de ce qu'elles veulent déjà dire. La revue systématique, c'est la base de l'evidence-based medicine et de la méthode GRADE, et que la recommandation HAS cardiovasculaire a prise parce que c'est un critère de fiabilité. Voilà. Donc merci Guylaine. Toutes ces recommandations sont à risque de tromper, en fait. Malgré une expertise claire des personnes qui sont dedans. Mais n'ayant pas fait la revue systématique de la littérature, voilà, vous n'êtes pas fiable. Donc ce sont en général des recommandations qu'on conseille de ne pas lire. Voilà. François Pierson de l'Océan Indien. On parle de votre patient qui a 59 ans et qui a comme seul facteur de risque une dyslipidémie qui n'est pas considérée, semble-t-il, comme un facteur de risque. À quoi ça sert de le scorer, ce patient ? Alors, je ne sais pas par quel bout prendre votre question. Parce que le patient, donc, je l'avais choisi, alors ça fait un peu rebond quand même avec la question d'avant. L'objet de la discussion était quand même celle de la prévention primaire du patient asymptomatique. Toutes les autres questions, c'est pas qu'on va botter en touche, mais que ce n'était pas tout à fait le sujet. Donc effectivement, dans le choix de cette vignette clinique, c'est que c'était, à mon sens, une situation pour laquelle il pouvait y avoir une discussion avec le patient et deux alternatives de prise en charge qui étaient celles qu'il avait connues avant que je le prenne en charge, puis après celle que je lui avais proposé de déprescrire, et dans un climat d'incertitude qui est... Alors c'est là où on est finalement d'accord. Alors, ça n'a pas l'air comme ça quand on fait les présentations, mais c'était le propos. C'est que finalement, c'est la mauvaise tolérance de l'incertitude qui avait conduit à prescrire le score calcique, pour se donner un argument supplémentaire pour essayer d'affiner le choix, avec toutes les limites que vient d'expliquer très brillamment Rémi, sur le fait que peut-être quand même ça manquait de niveau de preuve sur l'effet que ça allait avoir sur cette perception du risque. Mais c'était bien ça l'intention, c'est-à-dire de donner un argument supplémentaire au patient pour décider est-ce qu'on traite ou on ne traite pas et pour quel intérêt et quel risque. Oui, je me suis mal exprimé, je ne parlais pas du score calcique. Le score calcique qui est prescrit pour ce patient, il est dans le but d'affiner son score de facteur de risque cardiovasculaire. Et donc, la question, c'est est-ce que ça a un intérêt, ce score de risque cardiovasculaire ? Clarisse, tu veux... Non. Bon, Clarisse, elle a un devoir de réserve. L'intérêt du score cardiovasculaire global par des équations comme score 2, en fait, vous avez vu, on essaye de raisonner non pas sur un facteur isolé. Avant, dans nos manuels, on apprenait, on apprend toujours, hein, d'ailleurs c'est un problème, dyslipidémie, traitement, hypertension, traitement, diabète, traitement. Cette vision centrée sur un seul facteur de risque, elle n'est pas celle qui est en réalité, puisque les facteurs de risque se mélangent et interagissent entre eux. Donc une meilleure façon d'appréhender l'ensemble de ces facteurs, c'est de les regrouper alors, dans des équations complètement imparfaites, hein, bien sûr, qui ne prennent pas en compte l'ensemble des facteurs de risque qui existent,
en particulier les antécédents familiaux, je crois. Enfin, il y a des tas de problèmes qui se posent, mais permet d'estimer en population un risque global de 7% pour ce monsieur. Et ce 7%, l'intérêt, c'est de pouvoir essayer de discuter avec le patient si le patient le souhaite. Voilà, premier message à faire passer, on n'est pas obligé, on demande au patient s'il veut s'intéresser à son risque. Est-ce que ça le préoccupe? Est-ce qu'il veut savoir? Parce qu'il y a des patients qui ne vont pas apprécier cette démarche, en fait, un peu probabiliste, les risques. Donc il faut d'abord se poser la question, est-ce que vous voulez qu'on aille un peu plus loin? Parce que voilà, c'est la première étape. Ensuite, s'il veut aller plus loin, vous pouvez lui exposer ses risques pour discuter. Le but est de discuter, c'est pas de dire il faut ou il ne faut pas prendre un traitement. C'est de vous lui montrer les données les plus, on va dire les plus factuelles, mais elles sont, voilà, c'est des estimations, pour essayer de réfléchir ensemble. Et là, vous serez surpris de voir que 2 événements sur 100, certains vont considérer que c'est suffisant pour prendre un traitement, puis d'autres pas du tout. Et là, vous allez accepter leur choix, parce que il n'y a pas de vérité absolue. Donc le score, il sert vraiment à ça, parce qu'aujourd'hui, l'approche compétitive, c'est vous avez une dyslipidémie, un LDL à 1,9 g, et qu'est-ce que vous avez dans nos collègues, dans les recommandations? Vous avez statine d'emblée, par exemple, basée sur un taux de cholestérol. Et ça, par contre, on sait que cette approche, elle est pas bonne, parce que si vous avez 40 ans et un LDL à 1,7 g, votre risque cardiovasculaire est beaucoup moins important qu'un homme de 50 ans qui fume, par exemple, et qui aurait pas de dyslipidémie. Et alors qu'il bénéficierait d'une statine, peut-être, alors que le patient est plus jeune avec une dyslipidémie, il est moins à risque, en fait. Donc ce score nous permet de réfléchir, en fait. Donc en tout cas, on trouve que c'est un outil qui peut aider à discuter, mais c'est pas non plus obligatoire. Hein, on peut avoir d'autres moyens pour discuter avec le patient. Je sais pas si j'ai répondu. Bonjour, Thomas Baliki, généraliste dans le Nord. Je vais me permettre un petit retour d'expérience qui amène la question derrière. Pas plus tard que mardi, avant de prendre l'avion pour venir à Toulouse, je vois en consultation une patiente, 60 ans, pharmacienne, qui a fait un épisode de palpitation, qui l'a conduite à l'hôpital. Troponine négative, ECG normal, écho normal, retour à domicile, mais le cardiologue, à tort ou à raison, prescrit un score calcique sans prévoir de la revoir. Évidemment, c'est moi qu'elle vient revoir avec son score calcique. Score calcique 76, résultat faible, mais plaque instable sur l'IVA proximale à haut risque. Qu'est-ce que j'en fais? J'écris à mon cardiologue préféré, on la passe en prévention secondaire, antiagrégant, statine. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une place du Coroscan différente, comme on l'a fait un petit peu avec l'hémoculte qui a permis de réduire le nombre de coloscopies, de dire est-ce que chez des patients qui ont présenté des symptômes non angineux, ça ne vaudrait pas le coup d'aller au Coroscan, ou est-ce que, pour l'instant, on n'a pas de preuve du bénéfice de faire un ECG systématique aux patients asymptomatiques? Est-ce que sur un profil de patient à risque intermédiaire, on ne pourrait pas se poser la question de l'ECG qui, si anomalie, conduirait à ce Coroscan? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Je commande juste le parcours de soins et puis je vais laisser Rémi un peu la suite pour l'électro. Effectivement, dans l'histoire que vous racontez, à mon sens, il n'y a rien qui va trop, puisque effectivement, la prescription du score calcique, on n'en connaît pas trop l'intention. Et puis finalement, on s'aperçoit dans ce que vous ramenez que c'est finalement pas un score calcique qui a été fait, mais un Coroscan. Je vous renvoie à la diapo que j'avais présentée tout à l'heure, parce que finalement, la réponse est celle d'une instabilité de plaque qui n'est pas visible en théorie sur un score calcique fait tout seul. Donc on ne sait même pas trop quelle était l'intention du cardio là-dedans. Est-ce que c'était parce qu'il a une lecture un peu prévention primaire et qu'il voulait affiner le risque de cette dame, ou est-ce qu'il faisait réellement du dépistage de la pathologie coronarienne, auquel cas c'est pour ça qu'il prescrit le coroscanner. C'est pour ça que je dis que ça ne va pas trop. Et on ne vous a pas trop complexifié le discours tout à l'heure, mais il y a tout un tas de situations quand même où le score calcique est mis en défaut, soit par sous-estimation, soit par surestimation. Et le cas de cette patiente, effectivement, est assez emblématique de ça. Puisque finalement, il est facilement sous-estimé chez les femmes du fait des caractéristiques microbiologiques, pas microbiologiques, mais en tout cas des plaques athéromateuses. C'est très, très juste. Mais ça, c'est très intéressant parce qu'il n'y a aucun rapport entre ces palpitations et donc c'est du dépistage. En fait, c'est comme si elle était venue avec une lombalgie et que le cardiologue il lui dit en fait, on est dans ce type-là et vous verrez demain à la plénière du conseil scientifique, c'est exactement ça.
Le nombre de fois où vous mettez un stéthoscope sur un patient alors qu'il vient pour une lombalgie, qu'est-ce que vous faites? Du dépistage. Du dépistage de valvulopathie, parce que vous cherchez un souffle, ou d'arythmie. Mais vous faites du dépistage, vous êtes déjà dans la démarche, en fait, avec votre stéthoscope. Et là, en fait, on est vraiment dans une situation, mais voilà, d'un excès. Donc, le cardiologue a fait du dépistage de la coronaropathie. Faut-il faire du dépistage de la coronaropathie? Je le répète, non, il n'y a pas de données aujourd'hui probantes pour dire qu'il faut dépister les coronaropathies. C'est clair, aujourd'hui, il y a pas... Tous les essais randomisés montrent, de toute façon, le traitement, on le connaît. Vous avez les statines, éventuellement, plus ou moins d'autres traitements dont j'ai parlé. Voilà, vous n'avez que ça dans votre arsenal thérapeutique en prévention primaire. Donc tout le reste, en fait, on n'ira pas à la coronarographie en principe. On sait qu'un patient asymptomatique ne devrait pas avoir de coronarographie. Voilà. Il y en a en excès. On sait que la revascularisation chez les patients, il y a beaucoup d'excès de surtraitement et de surdiagnostic, de pose de stent chez des patients asymptomatiques. Ça a été démontré. Et c'est un surtraitement, en fait. On en est quasiment sûr. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais comme on ne dépiste pas les coronarographies, là, c'est un excès de prescription. Ce qui sera un tout petit peu compliqué quand même dans votre histoire, c'est de raconter ça à la patiente en question. Je pense quand même. De savoir si c'était de bon ton finalement de lui avoir trouvé sa plaque instable ou pas. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir une coronarographie, cette patiente. Eh bien non, le cardiologue a décidé qu'on en restait là. D'accord. Donc je me suis resté avec ma patiente sur les bras, à lui dire attendez, on attend que le cardiologue nous réponde. Dans les 10 minutes, j'avais une réponse. Bon, après, il a fallu dédramatiser sur non, vous n'allez pas mourir. Mais oui, bien sûr. Mais oui, mais j'ai une plaque maintenant, donc elle vivra toute sa vie avec cette plaque qui l'inquiète. Mais c'est très vrai. On l'a démontré dans les anévrismes de l'aorte abdominale, qui est un dépistage qui a démontré un bénéfice en moyenne après 65 ans chez les patients hommes fumeurs. Ça a été démontré aux États-Unis, il y a des grands essais. Mais si vous le mettez, le contre-coup, c'est toute l'angoisse de vivre avec une lésion qu'on ne vous avait pas demandé à chercher et vous retrouvez avec ça. Et donc ça, c'est des effets collatéraux qu'on sous-estime beaucoup parce qu'on dit c'est pas grave, mais effectivement, après, on se retrouve avec ces sortes d'anxiété à gérer. On est bien d'accord. D'où éviter de se retrouver dans ces situations, ça serait mieux. Merci. Bonjour, Romain Plante, médecin généraliste à Toulouse. Juste pour, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais en fait, il y a un petit désaccord, si j'ai bien compris, entre l'ESC qui dit, grosso modo, le score calcique, ça peut être intéressant. Bon, ils prennent leurs précautions, mais ils disent, dans certaines situations, ça peut être intéressant. Et le CNGE qui dit, le score calcique, il ne faut pas le prescrire. Ma question, c'était pour nous, en fait, qui sommes un peu, moi, je me sens un peu pris en étau entre les deux. J'ai l'impression que, si je voulais faire un petit peu de provocation, je dirais pourquoi pas plutôt suivre l'avis des cardiologues, qui sont quand même spécialistes du domaine. Et même si je suis d'accord que c'est une situation de médecine générale avant tout, et surtout aussi, j'ai l'impression qu'en médecine générale, quand même, dans plein de cas, on suit les recommandations de l'ESC, que ce soit sur le score justement. Il y a plein de généralement, on ne va pas à l'encontre de leurs recommandations. Pourquoi là, pour le score calcique, on a décidé de faire bande à part un petit peu et de ne pas les suivre? Alors on ne fait pas bande à part, puisqu'il y a des recommandations. Il y a l'USPTF américaine, il y a le PIR, donc Guylaine est là, donc les médecins de famille canadiens avec le groupe PIR qui ne recommande pas de le faire. On a trouvé une deuxième recommandation américaine qui dit de ne pas le faire. On n'est pas tout seul voilà, on ne prend pas position. Voilà. L'ESC, vous posez la question fantastique. Faut-il faire confiance à l'ESC? La réponse, vous la connaissez? J'ai la réponse si tu veux. Attendez. Bonjour. Oui, Jean-Pierre. Je te réponds. Je suis Jean-Pierre Lebeau de Tours. Je te réponds parce qu'il se trouve que l'ESC, comme beaucoup de sociétés savantes d'autres spécialités, notamment chez les cardiologues, ont besoin d'avoir une caution généraliste. Et donc, il y a un médecin généraliste qui participe à chacune de leurs recommandations. Et j'ai été désigné pour participer à une recommandation de l'ESC, en l'occurrence sur la fibrillation atriale. On commence, comme tous les groupes de travail, on commence par faire le tour, comme on fait ici, des conflits d'intérêts. Il y avait une vingtaine de cardiologues, une infirmière et moi.
L'infirmière et moi, en cumulé, à nous deux, on arrivait à 100 €, parce que je m'étais fait avoir une fois dans un repas. Mais sur le reste du tour de table, on était à plusieurs millions d'euros. Alors, c'était la fibrillation atriale, il n'y a pas beaucoup de médicaments, l'industrie pharmaceutique, ça n'intéresse pas tellement. Mais quand on arrive aux statines, je laisse imaginer le poids que ça donne à ces recommandations. Merci Jean-Pierre. Le président de l'ESC a été viré il a touché 76 millions d'euros de Servier. On n'en a pas beaucoup parlé, mais taper sur le président de l'ESC a été mis dehors pour le conflit d'intérêts majeur. Mais c'est catastrophique. En fait, soit les conflits d'intérêts, c'est un problème et on en tient compte, soit ça n'en est pas un et on prend tout le monde. Mais là, il y a une vraie question qui se pose. Alors, sur l'arythmie, je ne suis pas d'accord. À une époque, il y avait un médicament qui s'appelait le Multac. Ouais, un vieux médicament qui voulait remplacer la myodarone, et il y avait des pressions pour le prescrire. Il a été retiré après du marché pour toxicité, mais les recommandations le proposaient. Donc il faut se méfier. En fait, voilà, les conflits d'intérêts, on sait que ça a une influence, mais l'ESC, il y a pire, c'est qu'ils font pas de revue systématique, et tu me diras, Jean-Pierre, si c'est vrai. Ouais, elle a été faite. Parce que moi, je trouve que la plupart des recos ne font pas une revue comme on essaye de la faire avec l'HAS. Dans ce cas-là, pourquoi on suit leur recours pour la prescription statine hors score calcique? On suit leur recours, j'ai l'impression, enfin, en médecine générale sur... Non? Ah non. D'accord. Ok, bon, ben, pardon. Je croyais. En revanche, pour ne pas balayer complètement votre question, effectivement, ça nécessite de concilier avec des patients qui peuvent se retrouver en situation de conflit de confiance entre nous et le cardiologue. Ça, c'est bien plausible, quand même. Sauf à réussir à leur éviter de rencontrer le cardiologue, comme suggéré Rémi. Bonjour, Benoît Chaumontour. Moi, j'ai juste un petit problème avec les patients diabétiques, parfois. Qui peuvent être asymptomatiques tout en ayant, du fait de leur diabète, un risque de ne pas faire de douleur. Ils me posent plus d'interrogations et d'inconfort. Quelle est votre position là-dessus? Il n'y a que moi qui parle, donc Damien, tu... C'est une position difficile parce que c'est le vrai angle complexe. Les ischémies silencieuses, effectivement, globalement les essais randomisés, encore une fois, qui ont testé les coronarographies chez les diabétiques d'ailleurs, ne montrent pas de bénéfice en fait. Donc la prévention primaire, en fait, c'est vraiment symptomatique. Alors c'est vrai qu'il y aura peut-être des ischémies silencieuses, mais comment vous dire? C'est pour ça que chez le patient diabétique, la question de la statine en prévention primaire, elle a un intérêt aussi pour ça. Parce que quel est le traitement de l'ischémie silencieuse? Il faut se poser la question, c'est qu'est-ce que ça va changer? Voilà, le patient est parfaitement asymptomatique, il fait une ischémie silencieuse, donc peut-être qu'il aura une coronarographie et une revascularisation. Si on le découvre, c'est ce qui va se passer. Mais en fait, si le traitement, c'est une statine, un traitement d'hypertension et arrêter de fumer, vous n'êtes pas loin, vous pouvez lui proposer qu'il ait pas d'ischémie silencieuse ou pas. Mais vous voyez, s'il est symptomatique, quand on dit silencieuse, c'est vraiment asymptomatique. Donc vraiment, il fait du sport et continue. Vous voyez, les bénéfices des interventions pour ce patient-là, elles ne sont pas claires en fait. Puisque s'il continue à faire du sport sans problème, vous voyez... Oui, alors là, vous êtes dans le diabétique relativement idéal, qui est quand même très en forme. La question, au fond, que je me pose parfois, c'est est-ce que je dois le considérer comme étant... Est-ce que je dois considérer que je suis en prévention quasi secondaire ou que je suis encore en prévention primaire? Ça, Clarisse, tu peux définir ce que c'est que la prévention primaire et secondaire? Je te laisse répondre un peu. Évidemment, c'est là aussi où se trouve la controverse, hein, sinon ce serait pas drôle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau prévention primaire, on est vraiment sur l'absence d'événements cliniques en comparaison avec la prévention secondaire, où là, on est avec un événement clinique qui a déjà eu lieu, que ce soit infarctus du myocarde, AVC ou AOMI symptomatique.
Là, dans ces cas-là, en effet, et l'entre-deux, évidemment, et là, je ne pourrais pas en dire plus, mais ce sera abordé dans les recommandations également. Je les attends avec impatience. Il y a juste un petit point. Il y a ces patients un peu particuliers qui sont assez angoissés, qui éventuellement demandeurs d'un traitement. Je dirais que c'est presque seul. Enfin, c'est que dans ces cas-là qu'éventuellement, moi, je fais un score 2 pour voir ce qu'il en est, pour voir si on va plus loin, ou surtout pour avoir une décision partagée. C'est le sens de l'intervention de Clément. Je pense qu'effectivement, là, on est tout à fait d'accord tous sur cette proposition-là. Que ça sert à alimenter la discussion. Oui. Mais on sait que les examens d'imagerie, je vous disais, dans les études qu'on a, ça peut être quelqu'un d'anxieux va pas être satisfait du résultat, en fait. Donc on est un peu dans une spirale aussi de prescription pour rassurer, en fait, et ça ne rassure pas tout le temps, en fait. Vous voyez, donc il y a un piège aussi à vouloir rentrer dans cette démarche du patient demandeur. Mais on fait tout ça pour des imageries, voilà, on est d'accord, mais c'est problématique. Je parle bien du score 2 et pas du score calcique, là. Oui, mais... parce que bien sûr, ça va complètement dépendre de la relation médecin-patient, le fait d'être rassuré ou pas. La littérature, c'est un vrai travail. Est-ce que les examens prescrits rassurent, changent les comportements, etc. Ça dépend vraiment des examens et des situations, mais globalement, c'est pas miraculeux. Hein. Faire une spirométrie pour changer un comportement, par exemple, vous avez, je vous disais, certains vont voir l'âge pulmonaire, enfin, où ça va les motiver, et d'autres, ça va les rassurer faussement. Et en fait, vous ne savez pas trop comment vous allez gérer. En fait. Donc en moyenne, c'est pas sûr que ça soit utile. En fait. Après, il faut individualiser effectivement chaque demande. Et il n'y a pas de solution parfaite. Mais attention. Merci. Bonjour, Monica Nagoya, généraliste dans le 77. Question en consultation avec un patient qui est entre l'avis du cardiologue et l'avis de son médecin généraliste. Que dites-vous pas exactement, mais à peu près, une recette magique? Et aussi, en cas de litige, est-ce que le CNGE peut nous défendre? Alors le CNGE, c'est pas moi. Oui, voilà, parce qu'on est entre les deux, et nous, on comprend la littérature et tout ce que vous dites, mais le patient, pas sûr, et voilà. Alors, compliqué de donner une recette toute faite. En revanche, l'idée de commencer par « qu'avez-vous compris de ce que je vous avais transmis et de ce que le cardiologue a dit », sans doute ça m'aiderait. Pour voir où sont les points d'achoppement et éventuellement où est le biais cognitif du cardio et le mien, et de voir un peu s'il n'y a quand même pas moyen qu'on se mette d'accord. Je ne vois plus où vous êtes. Ouais, par là. L'autre solution, avant d'interpeller le CNGE, je pense quand même qu'après avoir eu cet échange avec le patient, si j'arrive pas à me démêler de cette situation-là, pour le coup, les outils numériques d'échange de collègue à collègue permettent quand même de lisser des fois un peu la discussion, c'est-à-dire de transmettre peut-être ce qui a aussi été mal compris par le cardiologue sur mon intention et sur ce que le patient souhaite dans la décision. Je commencerai par là avant de rentrer en frontal avec combat d'autorité. Même si ça m'est déjà arrivé, pas avec des cardiologues, mais avec des gens d'autres disciplines, notamment avec un néphrologue qui se positionnait très fortement sur une problématique de prévention primaire cardiovasculaire pour une patiente qui ne suivait pas du tout pour ça, et où là ça a été difficile, et où il a fallu opposer des fois des données de littérature pour qu'on arrive à se mettre d'accord. Je souscris à ce que dit Clément. Mais à chaque congrès, je mets une couche, je vais vous légitimer dans votre expertise, dans votre autorité. Je répète, la prévention primaire, c'est notre expertise. Le cardiologue, le cardiologue n'a pas l'expertise de la prévention primaire. C'est quand même incroyable de penser ça en 2025, en venant au congrès du CNGE. La prévention primaire, c'est nous. La recommandation HAS cardiovasculaire, la présidente est spécialiste en médecine générale. Clarisse Dibao-Dina. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pas pour rien.
C'est nous qui voyons ces patients tout le temps. Donc le cardiologue, il me donne son avis, j'en discute avec le patient, mais à la fin, c'est moi qui vais renouveler les traitements, c'est moi qui vais l'accompagner, c'est moi qui vais le suivre, et je ne le renverrai pas chez le cardiologue après. Donc du coup, il y a bien cette expertise et cette comment dire, voilà, soyez légitimes, sentez-vous légitime en prévention primaire, c'est nous. Voilà. Et bon, franchement, je le répéterai à chaque congrès pendant des années s'il le faut, parce que c'est vrai. Voilà. Bonjour, Charles Mbappé, médecin généraliste dans le Val-de-Marne. C'est pas une question exactement sur le score calcique, mais ça s'en rapproche. Je pense qu'on a tous eu plusieurs fois la situation de, par exemple, Monsieur Alain, typiquement, qui vient pour un certificat de sport, qui veut faire de la course à pied ou autre. Du coup, est-ce qu'on a des recommandations un petit peu sur est-ce que l'ECG en consultation a une utilité? Je sais que parfois on va du coup les envoyer chez le cardiologue en se disant si jamais il nous fait un arrêt cardiaque à 110 km, on va peut-être s'en vouloir. Est-ce qu'on a une réponse là-dessus ou finalement prévention primaire, pas de symptômes, pas d'examen? Clarisse pour rien dire. Patient parfaitement asymptomatique qui fait du sport, déjà? Oui, il a 59 ans. Voilà, mais il fait déjà du sport. Et ça se passe bien. Oui. Qu'est-ce que l'ECG va trouver? Qu'est-ce que l'ECG va trouver? L'ECG, c'est le diagnostic de la phase aiguë, en fait. Voilà. Sinon, après, vous dépistez quoi? Des QT longs? Qu'est-ce que vous dépistez, en fait? En fait, faire un ECG pour la médecine du sport, c'est rentrer dans une démarche de dépistage. Et il n'y a pas de démonstration que les dépistages améliorent l'état de santé. Donc c'est vrai qu'il faut individualiser le risque, vous avez raison. On est tous un peu inquiets, quelqu'un qui se remet au sport, voilà, on a toutes ces histoires-là, après 20 ans, voilà, qui cumule plein de facteurs de risque. Donc là, il y a quelque chose effectivement d'incertain et qui peut inquiéter, mais il n'y a pas de démonstration qu'un ECG va améliorer son risque. Il y a des sportifs de haut niveau qui meurent en faisant du sport. Le CG n'a jamais réduit les complications liées au sport. Enfin, c'est des principes de précaution historiques par les recommandations, les spécialistes. Voilà, mais il n'y a rien de démontré. Donc la position, elle est que non, il n'y a pas besoin de CG pour faire un certificat médical. C'est une question d'assurance, hein. C'est pas une question que de médecine. Vous savez, votre examen clinique, il va pas permettre d'éviter quoi que ce soit, en fait, hein. Donc c'est pareil, en fait, on le fait pour... c'est une responsabilité assurantielle plus que presque médicale, en fait, selon moi. Merci. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais on peut aussi faire un ECG. Il n'y a pas non plus de mal à faire un électro, mais on rentre dans une démarche qui va nous conduire à peut-être trouver des choses. Et voilà, il faut juste être au courant de là où on s'embarque. Ouais, c'est tout. Bonjour, Patricia Vieira, médecin généraliste dans le Val d'Oise. En fait, j'ai une question. J'ai compris qu'il ne faut pas surdiagnostiquer, mais quelle est Alors, on va dire Madame A, elle a une plaque. On l'a diagnostiquée, on l'a surdiagnostiquée. Mais du coup, on ne va pas faire la couro. Mais quel est le risque que cette Madame A fasse un infarctus un jour et nous le reproche peut-être, mais aussi qu'on ait une conscience professionnelle. En fait, vous dites que ça améliore pas la qualité de vie, mais en même temps, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, le truc, c'est quelle est la probabilité que cette dame fasse un événement symptomatique? Voilà. Elle a quoi comme facteur de risque? Elle a une plaque? Oui. Ah, une palpitation, qui avait une sténose de l'artère. Eh bien, je ne peux pas vous le dire comme ça. Je n'ai pas les scores. Vous dites qu'il ne faut pas faire de coro et pas la stenter. Oui. Mais quel est le risque de ne pas la stenter aussi? Donc la question qui se pose en prévention primaire, c'est est-ce qu'il y a un traitement à lui proposer ou pas? Et on revient aux estimations de risque cardiovasculaire global. Est-ce qu'elle souhaite prendre un traitement préventif de réduire son risque? Parce qu'une fois qu'elle aura sa probabilité, ok, admettons qu'elle ait une probabilité de 20%, voilà, dans les 10 ans de faire un infarctus. Donc d'abord, est-ce que ça l'inquiète? Est-ce qu'il y a un traitement à lui proposer? Le seul traitement à lui proposer, c'est éventuellement une statine.
qui va diminuer de 25% ce risque. Donc on va passer de 20% à 15%. Voilà. Donc en fait, il faut lui montrer, et ça, est-ce qu'elle souhaite prendre un traitement préventif? Mais sans la statine et sans tout, la plaque, là je reviens à mes cours, elle va monter et à un moment donné, ça va bien se boucher, non? Eh bien, si c'était aussi simple, on pourrait faire une extrapolation que quand on a une plaque, on peut prédire à 100% le risque. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Non, la plupart ne feront pas d'infarctus. La plupart. La plupart ne feront pas d'AVC et ne feront pas d'AVC. Oui, la plupart c'est un relatif. Et oui, vous ne savez pas estimer la plupart, quel pourcentage? Eh bien, je vous ai dit 20%, mais j'en sais rien en fait. D'accord. Voilà, oui, il faudrait regarder ces risques. C'était juste ma petite question. Ouais, merci beaucoup. Très bien. Bonjour, Nathan Collant, je suis médecin généraliste à Sorbonne Université et créateur d'un site justement qui permet l'évaluation du risque cardiovasculaire qui s'appelle risquecv.fr, que vous pourrez retrouver un poster au-dessus. Déjà, merci pour ce débat sur les controverses sur le score calcique. Ma question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous arrivez à voir des situations individuelles où le score calcique, justement, pourrait vraiment avoir un impact positif sur la situation du patient? On peut imaginer un risque intermédiaire où la prescription du score calcique permettrait, par exemple, de ne pas traiter par statine pendant des dizaines et des dizaines d'années, en reclassifiant le risque à faible, bien sûr avec l'avis du patient. Ou à l'inverse, bien sûr, une situation avec un risque intermédiaire qui pourrait permettre un traitement par statine. Merci de cette question, et c'est exactement l'objet de la plénière, Clément, je me permets. Est-ce que d'avoir ce score va permettre que le patient modifie son intention? Et en fait, en gros, si il vous dit oui, si je passe de 10% à 3% parce que je suis reclassifié à 0, eh ben, je ne prendrai pas le traitement, alors que si je lui ai dit je le prendrai. Voilà le seul intérêt potentiel de discuter de l'incertitude, si le patient, ça a du sens pour lui. Voilà, on va effectivement mieux estimer son risque, et si lui il considère qu'à 3% il ne prend pas de traitement et à 10% il le prendrait, peut-être que c'est la seule situation intermédiaire où ça se débat. Voilà. Mais vous voyez, généralement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, entre 10 et 3%, la plupart ont fait leur choix pour d'autres raisons. Et en fait, cette variation n'a pas forcément d'impact. Mais ça dépend, la situation peut se présenter, et peut-être que là, effectivement, il y a un intérêt. Mais bon, voilà, il faut vraiment le peser, le pour et le contre, encore une fois, de ça. Enfin, c'est mon point de vue. Si vous avez besoin de vignettes cliniques précises, c'est celle que j'ai présentée tout à l'heure, à la fin, les trois, puisque c'est 3 situations à peu près similaires, pour lesquelles, effectivement, la réalisation a aidé les patients à prendre une décision, les patients et moi d'ailleurs, et un cas dans le sens de la déprescription, un cas dans le sens de la prescription. Notamment, alors c'est un peu le moment peut-être d'en parler, mais la controverse n'est jamais terminée, et donc vous avez vu, même dans l'exemple de M. P que je vous ai présenté, au début où je l'ai pris en charge, ce monsieur est arrivé avec une statine que je lui ai déprescrite sur l'argumentaire que j'entendais ici en congrès. Et finalement, on l'a reprise secondairement pour d'autres raisons. Donc le débat n'est jamais terminé, sauf peut-être juin 2026. Mais effectivement, on l'attend depuis un moment, puisqu'en fait, l'annonce de cette reco date du moment de la réflexion de l'article en question. Et des articles et de la publication du papier du JAMA. Donc c'est jamais très stabilisé. Alors après, comment on accompagne ça et quels patients sont capables d'entendre ces changements de philosophie dans la pratique médicale, pas tous, quand même. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que la prescription de statine chez le patient alors c'est une vraie question. À quel moment on propose de prendre une statine à un patient? À partir de quel risque, en fait? Et on voit bien que dans les études que l'on a, quand même, on est certain que les patients, ils avaient quand même on appelle un très haut risque. Ils avaient quand même, ils cumulaient des facteurs de risque, il y avait des mélanges prévention secondaire, prévention primaire. Donc on voit bien que c'est des patients quand même globalement à risque plutôt élevé. Donc c'est vrai que le patient qui a un risque autour de 10%, 5%, l'intérêt du statine, on ne propose pas spontanément. Voilà, je pense qu'il faut d'abord retenir à quel moment je propose d'en parler avec le patient. Et ensuite, il faut vraiment voir avec lui si lui, il souhaite ou pas prendre un traitement. Parce que s'il n'a pas envie de prendre un traitement, de toute façon, l'affaire est entendue, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et s'il le souhaite et que vraiment, il veut vraiment affiner, mais voilà, je trouve dans l'expérience, moi, je n'ai pas cette expérience-là. Les patients, une fois qu'on leur a expliqué les bénéfices assez faibles
en termes d'événements évités. Globalement, la plupart ont fait leur choix avant. Soit ils le prennent parce qu'ils sont anxieux ou parce qu'ils ont une expérience dans leur entourage négatif, et ils ont raison, ou soit ils ne le prennent pas parce que prendre un traitement tous les jours, c'est compliqué, et ce n'est pas le bénéfice de la statine qui emporte leur conviction. Voilà, moi j'ai cette expérience que ça ne modifie pas extrêmement la décision. Voilà, donc il y a quelques rares cas peut-être que Clément a souligné, mais globalement, en moyenne, testez de faire 100, vous allez voir, est-ce que vous voulez une statine ou pas 90% ont déjà leur réponse avant même de poser la question. L'autre élément que je peux vous donner aussi là-dessus, c'est que ce qui va dans ce sens-là, c'est que finalement, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire quand on commence à discuter du sujet, c'est que ça va concerner beaucoup de nos patients. Et en réalité, non, parce que depuis l'écriture de cet article, je pense l'avoir prescrit que 4 fois pour une activité assez standard de médecine générale. J'exerce à équivalent de 3 jours et demi semaine sur une patientèle de 900 patients. Et finalement, il n'y a que dans 4 situations où je l'ai prescrite, ce qui n'est pas massif. Donc à la fois, ça me fait dire que ce n'est pas si utile que ça, c'est même sûr que ce n'est pas utile en population générale pour tout ce qu'on vient de décrire, parce que finalement les patients concernés sont peu nombreux, que les risques de faux positifs et faux négatifs qu'on ne vous a pas redonnés là font qu'on élimine tout un tas de gens. Et donc finalement les seuls qui vont éventuellement tirer bénéfice de ça sont assez limités, et que d'un autre côté, vis-à-vis des inconvénients éventuels, le risque d'embolisation, par exemple des plannings de scanner, ne me semble pas délirant dans une gestion contrôlée de ça. En revanche, ce qu'on maîtrise moins, ou pas du tout, c'est comment nos collègues d'autres disciplines se saisissent de ce nouveau marqueur, et comment eux, par contre, vont inonder effectivement les scanners avec des scores calciques, par exemple, pas très appropriés dans notre logique, en tout cas de réflexion. Merci pour vos réponses. Bonjour, Sébastien Davidovitch de Sucy-en-Brie, rattaché à l'Université Paris-Créteil. D'abord, juste pour apporter une expérience où, avec un patient, on a arrêté une statine qui était en prévention primaire en faisant le point avec lui, qui en plus lui donnait des douleurs musculaires, donc c'était assez facile. 3 mois plus tard, il a fait un infarctus, il a été quadriponté. Et en fait, on avait fait le point très sérieusement avec le site que vous montriez, Pierre Lipide. Et il n'a jamais bronché. Je l'ai réabordé avec lui parce que moi-même, je me sentais pas très à l'aise quand même avec le fait qu'il ait fait un infarctus dans les 3 mois de l'arrêt de la statine tout de même. Et il n'a jamais bronché. Et il a dit, mais non, là, c'était clair, c'était précis, c'était argumenté. Alors, on ne peut pas faire ça avec tous les patients, évidemment, mais en tout cas, voilà. La question que je voulais poser, c'était relatif à l'athérome carotidien et l'athérome coronarien, sur lequel c'est le côté incidentalome. Et les cardiologues ont véritablement tendance à considérer que c'est la prévention secondaire et que ça rentre dans leur champ, parce que ça y est, il y a l'athérome à tant de pourcents avec un patient qui serait asymptomatique. Mais est-ce que vraiment il fait son sport à fond et qu'en fait je suis en capacité d'évaluer clairement qu'il est asymptomatique à l'effort, à un vrai effort? Je ne sais pas. Et donc je voulais avoir un peu votre avis sur là-dessus, s'il vous plaît. Merci. L'arrêt des statines et l'infarctus 3 mois après. Vous connaissez l'adage après cela, à cause de cela. C'est une erreur, c'est un biais cognitif habituel d'attribution causale en fait. C'est pas parce que ça apparaît après que c'est à cause de. Il y a des personnes qui font des infarctus et des AVC sous statine. Les statines ne réduisent pas à 0 le risque. Alors ça, c'est vraiment important parce que j'en parle souvent dans les congrès aussi. Quand vous pensez qu'un patient diabétique, dyslipidémique, hypertendu, prend ces 5 médicaments pour la tension, le diabète et le cholestérol et qu'il est protégé, son risque, il est énorme en fait. Le risque, il a été réduit de 30%, donc c'est très bien. On a des traitements qui réduisent un risque, mais réduire un risque de 30%, le patient reste à 70% de risque. Vous voyez, il faut quand même garder à l'idée que le médicament, moi je discute avec mes internes sur l'hémoglobine glyquée à 7% qui rassure tout le monde, mais en fait à 7%, il y a quand même énormément de patients qui feront des complications. Donc attention, c'est pas parce que vous êtes sous traitement que vous ne faites pas d'événements cardiovasculaires, ça c'est complètement évident, je le rappelle, mais donc qu'il fasse son infarctus 3 mois après l'arrêt, il aurait pu même le faire sous statine en fait. Et quelle est la cause de son infarctus? C'est probablement pas l'arrêt de la statine non plus. Enfin, voilà, il aurait pu le faire sous statine. Je réponds à cette question.
La deuxième question, c'est les plaques sur l'athérome carotidien ouais, mais ou coronarien. C'est ce que Clarisse proposait comme définition. On a défini la prévention primaire comme l'absence d'événements cliniquement significatifs. Les plaques visualisées à l'échographie, sans événements cliniques, restent de la prévention primaire. Pour un certain point de vue, hein, bien sûr qu'il y a une controverse, mais les sténoses que l'on observe à l'échographie sont très souvent pourvoyeuses de statine et d'aspirine. Hein, en général, dès que vous avez une sténose observée, les angiologues et les vasculaires mettent de l'aspirine, alors qu'on est en prévention primaire et qu'on est quasiment certain que ça n'a pas de bénéfice. Voilà. Donc c'est vraiment parce qu'on voit une lésion, le fait de la voir, ça change notre perception du risque. Mais en fait, statistiquement, non, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Merci beaucoup. Une toute dernière question. Ouais, j'ai une dernière question. Anne-Laure Navarrete, médecin généraliste. Quelle est la définition du patient symptomatique ou de la patiente symptomatique en prévention primaire? Est-ce qu'il y a un consensus? Parce qu'on sait très bien quand même que la douleur thoracique typique à l'effort, elle peut être parfois, la symptomatologie peut être parfois atypique. Donc qu'est-ce qui est considéré comme atypiquement symptomatique? Enfin voilà. Alors en fait, merci Anne-Laure de ta question, mais si un patient a des symptômes, on n'est plus dans la démarche dépistage, on est dans la démarche diagnostique. Donc on va essayer de comprendre pourquoi la patiente ou le patient a une douleur thoracique. Et là, il va bien y avoir des examens, il va bien y avoir des avis. Et donc c'est là qu'on va rentrer dans la démarche. Et si la douleur thoracique est d'origine pariétale en oxygène et qu'elle n'est pas attribuée à une cause cardiaque. Non, par exemple, une dyspnée d'effort, une douleur épigastrique à l'effort. Est-ce que... Voilà, quels sont les autres... On parle toujours de la douleur thoracique constructive comme symptôme d'Angor, mais il n'y a pas que ça. Non. Donc, qu'est-ce qu'on inclut ou pas? Comment on va classer dans la prévention primaire ou secondaire, du coup? Mais justement, c'est le fait d'avoir une cause à cette douleur épigastrique à l'effort. Si elle est rapportée à une cause athéromateuse, et ben là, vous avez un symptôme lié à l'athérosclérose, donc on peut considérer que c'est la prévention secondaire. Voilà. Et avant ces examens, eh bien, tu n'as pas d'examen et tu ne peux pas le savoir, en fait. Donc, voilà. Et tu ne peux pas dire que c'est la prévention secondaire. Comme Clarisse, comment tu répondrais? En fait, si je peux me permettre, au niveau... En effet, on est sur la prévention primaire ou secondaire, mais à partir du moment où il y a du symptôme, en effet, on n'est plus dans cette prévention. Nous, ce qui est important, en tout cas dans les études, parce qu'évidemment, à chaque fois, on se base sur les études, c'est quand les personnes sont asymptomatiques, sans aucun doute. Oui, voilà. Je ne sais pas si ça clarifie, sachant qu'après la prévention secondaire, on est sur un événement constitué. Oui, tout à fait. Donc, en fait, la question du symptôme, en fait, n'est pas en lien vraiment avec la définition prévention primaire et secondaire. À partir du moment où il y a un symptôme, quelle que soit son atypie, on n'est pas dans de la prévention, c'est pas le même champ. Donc c'est quelqu'un qui se plaint de rien. Oui, et après c'est très clair hein, dans les essais. Et dans les essais, ils sont particulièrement, ils font attention à ça dans les critères de sélection des patients. Oui, mais Clarisse, si je peux me permettre, encore faut-il qu'il y ait un rapport entre la plainte et l'événement. Et voilà, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une plénière sur qu'est-ce que c'est que la prévention en médecine générale. Parce que c'est vraiment un sujet qui est remis en cause, hein, primaire, secondaire. Une chose est sûre, c'est qu'en prévention quaternaire, il y a des interventions comme le score calcique qui font du mal aux patients. Et donc, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Mais il faudrait qu'on fasse une plénière sur ça. Tout à fait. Merci Henri. Eh ben, merci à vous tous pour vos questions. Merci à ces trois orateurs d'avoir alimenté la controverse. Et bon congrès à tous.